Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la première partie du Touche-à-tout, aujourd'hui, j'ai le plaisir de voir un nouveau collaborateur que vous avez eu le plaisir de rencontrer au début à ma toute première émission, qui est venu nous parler à double titre, parce qu'il y a 2 titres de président, donc 2 payes, j'imagine. Il est président du Sentier pédestre des Trois-Monts, mais aujourd'hui, je le reçois comme président du Club d'astronomie des Sentiers pédestres des Trois-Monts, Gaétan Laflamme. Bonsoir, Gaétan. Bonsoir. Ça va bien? Il a raison, hein? Deux payes. Oui, 2 payes, effectivement. Donc, des payes de bénévoles. Oui, c'est ça. Quand tu t'es reçu avec les autres, tu nous as expliqué brièvement un peu en quoi ça consistait, le club d'astronomie. J'aimerais ça que tu reviennes un peu sur ça. C'est quoi un club d'astronomie? Bien, le club d'astronomie, c'est un organisme qui regroupe les gens intéressés à l'astronomie en tant que telle et qui partagent les informations qu'ils possèdent avec des personnes qui commencent à être intéressées ou qui sont très intéressées à l'astronomie. Donc, c'est un échange d'informations. Et l'astronomie, ça touche? Ça touche l'observation du ciel principalement, l'observation des planètes, l'observation de la Lune, l'observation des étoiles, l'observation de galaxies. Donc, tout dépendant du type d'équipement qu'on utilise, eh bien, on va de plus en plus en détail au niveau de ce qu'on peut observer dans le ciel. Donc, on peut voir le déplacement des planètes, on essaie de voir de quelle façon ils sont composés. Parfois, on a des phénomènes astronomiques subis qui peuvent être très intéressants. Par exemple, l'observation de l'éclipse de Lune qu'il y a eu dernièrement au mois de septembre. Tout récemment. J'imagine que vous étiez à vos jumelles. Jumelles, télescope, appareil photo, puis on était installé à ce moment-là à l'aéroport où on a reçu le public, puis on a compté aux environs de 125 personnes qui ont participé à l'activité. Donc, ça a été très intéressant pour notre organisme de voir qu'il y avait beaucoup d'intérêt sur l'observation, entre autres, de phénomènes comme l'éclipse de Lune, qui était très, très belle à voir. Ah, c'était merveilleux. Moi, j'ai vu ça de chez moi, là. C'était merveilleux. C'est féerique un peu, ça. Effectivement. Donc, ça nous permet de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans l'espace, de voir les changements de couleur lorsque la lumière du Soleil passe dans l'ombre de la Terre et se répercute sur la surface de la Lune. Donc, la Lune devient un peu rougeâtre. C'est à cause de l'atmosphère de la Terre. Donc, c'est intéressant, tant qu'on discute avec les gens, de leur expliquer pour quelles raisons ce phénomène-là se produit, puis les raisons pour lesquelles les changements de couleur se produisent aussi. Si je ne me trompe pas, le club d'astronomie est assez récent. Hein? Ça fait pas longtemps que vous êtes en opération. Bon, le club d'astronomie, je l'ai fondé en 2010, lorsque je suis 2010, OK. Lorsque je suis revenu dans la région. Auparavant, je faisais partie du club d'astronomie de Rimouski. Puis, en revenant dans la région, il n'y avait pas de club d'astronomie. Donc, en collaboration avec les Sentiers pédestres des Trois-Monts, les Caisses populaires du Carrefour des Lacs et la municipalité Saint-Joseph-de-Coleraine, eh bien, on a fondé le club d'astronomie. Puis, immédiatement, plusieurs personnes se sont montrées intéressées. Puis, on est chanceux que le local nous soit fourni par les Sentiers pédestres. Ouais. L'objectif, on en a parlé un petit peu, c'est vraiment de mieux connaître ce qu'on a au-dessus de nous. De savoir d'où on vient, si on pourrait aller jusque-là, mieux connaître ce qui se passe dans l'espace. Donc, ça peut toucher à toutes sortes de phénomènes comme l'observation des satellites aussi. Donc, les satellites peuvent parfois être très brillants dans le ciel. On peut observer les planètes. Avec un télescope plus puissant, on peut voir même les anneaux, par exemple, de Saturne. On peut voir, dans des conditions plus idéales, on peut voir la surface de Mars, on peut voir les cratères de la Lune, donc toutes sortes de choses semblables. Et le club d'astronomie s'adresse à qui? Le club d'astronomie, ça s'adresse à tout le monde, en fait. À tout le monde. Autant aux enfants. De connaître, d'avoir de la théorie du ciel, rien, non? Aucune connaissance particulière. La curiosité seulement. Puis, j'aime bien aussi, lorsque les professeurs m'invitent, puis c'est ouvert à tout le monde, là, autant les professeurs, s'ils veulent nous inviter à faire des présentations aux jeunes, essayer d'éveiller la curiosité des enfants, des jeunes, par rapport à des phénomènes astronomiques, mais surtout ouvrir leur intérêt aux sciences en particulier. Donc, s'ils deviennent curieux, ils vont être intéressés à chercher, puis en cherchant, ils vont améliorer leurs connaissances, puis essayer de les inciter à améliorer leurs connaissances au niveau scientifique. Donc, susciter l'intérêt, finalement. OK.
À côté de toi, là, il y a 2 paires de jumelles, puis il y a même un télescope en arrière. Bon, alors, je télescope. pose la question, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un télescope pour observer le ciel? Ou... Pas du tout. La première chose qu'il faut pour observer le ciel, c'est tout simplement les yeux. Donc, on prend tout simplement on prend nos yeux, on lève les yeux vers le ciel. Ce qu'il faut faire attention, c'est la pollution lumineuse. Donc, il suffit tout simplement de s'habituer à la noirceur. Et une fois qu'on est habitué à la noirceur, on peut avoir encore une meilleure vision de ce qui se passe dans le ciel. Puis en marchant à l'extérieur, on fait attention tout simplement aux luminaires. Puis on peut observer à ce moment-là les étoiles. Puis si on est chanceux, eh bien on va pouvoir voir des étoiles filantes. Comme le 12 décembre, le 14 décembre prochain, il va y avoir une pluie d'étoiles filantes, qu'on appelle les Géminides. Puis cette pluie d'étoiles filantes-là va être... il peut avoir jusqu'à 120 étoiles filantes à l'heure. Donc, ça peut être très intéressant de marcher le soir puis d'observer. Puis, si on est chanceux, eh bien, il va y avoir peut-être un bolide qui va passer dans le ciel. Donc, quelque chose qui va être encore plus brillant qu'une étoile filante, tout simplement. Et peut-être, si vous êtes très chanceux, de trouver une météorite. Ouais. Mais si je comprends bien, les membres d'un club d'astronomie sont des couche-tard, des oiseaux de nuit. Des oiseaux de nuit. De ce temps-ci, lorsque l'hiver arrive, c'est le meilleur temps pour observer parce qu'on peut commencer à observer beaucoup plus tôt. Plus tôt, oui. Effectivement, oui. Puis observer plus tard le matin aussi. Oui. Donc, c'est une bonne période pour l'observation, contrairement à l'été où les nuits, où il fait vraiment noir, sont beaucoup plus courtes. OK. Mais à part là, des yeux, j'imagine, là, ici, là, j'ai... C'est que lorsque... Oui, ça, c'est une paire de jumelles, disons, on peut commencer avec les yeux, comme je mentionnais. Par la suite, eh bien, on peut utiliser une paire de jumelles comme celle-ci, des jumelles de type 10-50 ou 7-35, peu importe. Ce qui permet d'avoir... une plus grande quantité de lumière qui vient du ciel, qui arrive à nos yeux. Donc, c'est tout simplement on pourrait appeler ça un amplificateur de lumière pour l'observation des étoiles. Puis il y en a différentes catégories. Par exemple, ici, c'est des 750. Ça, ici, c'est spécifique à l'astronomie. Ah oui? Donc, c'est des jumelles de type 20-80. Sont beaucoup plus grosses au niveau de la lentille et sont cependant très pesantes. Donc, il faut utiliser un montre-pied pour pouvoir utiliser ce genre de jumelles pour pouvoir observer le ciel. Donc, c'est une première étape. Si on est intéressé par la suite, eh bien, on peut aller un petit peu plus loin. Avec un télescope comme il y a ici en arrière, là? C'est à qui ce beau télescope-là? C'est un de mes petits télescopes que j'utilise pour faire des... de mes! de mes petits télescopes que j'utilise lorsque je fais des présentations ou des activités d'astronomie au club d'astronomie ou à des activités extérieures en tant que telles. Ce qu'il faut faire vraiment attention lorsqu'on décide d'acheter un télescope, c'est pas nécessairement... Comme ça, ici, le télescope est vraiment... On peut dire qu'il est très bon. La lunette, on appelle ça lunette dans ce cas-là. Ce qu'il faut faire très attention, c'est la qualité du trépied. Ah oui, Parfois, dans les magasins de grande surface, on va vous offrir des télescopes équivalents avec des trépieds vraiment très peu solides. Puis, même quelqu'un qui est habitué d'observer avec ce genre de télescope-là ou de lunettes, si le trépied n'est pas suffisamment solide, il ne sera jamais capable d'observer. Donc, il faut faire affaire plus avec des maisons spécialisées ou contacter le club d'astronomie pour avoir des informations complémentaires sur le type d'instruments utilisés pour pouvoir observer le ciel. On commence habituellement avec les yeux, des jumelles. Ça se détaille combien, en gros, là? Bon, ça peut varier entre 50 $ et 400 $. OK. Et la grosse paire de jumelles, là, ça, j'avais payé ça 290 $ il y a peut-être une dizaine d'années. Ah, bon. Puis le télescope qui est en arrière? Ça peut varier entre 100 $ et 400 $, aussi. Ah oui, pas plus que ça? Pas je pensais plus que c'était... Non, il y en a qui sont beaucoup plus gros. Oui. Celui que j'ai chez nous vaut 5 000 $. Donc, il y a beaucoup de variations au niveau du prix. Donc, il faut y aller tranquillement avant d'investir 5 000 $ parce que si on n'aime pas ça, on risque de perdre beaucoup d'argent à ce moment-là. Mais ce qui est important, c'est la qualité du pied, mais il faut commencer autant que possible à partir de jumelles. Et rappelle-moi, qu'est-ce qu'on peut observer, là? Tu as parlé de météores, j'imagine qu'on peut voir certaines planètes. On ne voit pas les Martiens marcher sur Mars, là? Pas encore. Pas encore? Donc, avec un télescope, ça nous permet d'aller voir des galaxies. On va commencer avec les yeux. On peut voir la Lune.
Oui, on peut voir les étoiles, on peut voir certaines constellations qu'on peut regrouper, qu'on peut visualiser en utilisant un cherche-étoiles, par exemple. Ah oui, ici, c'est la carte du ciel. C'est la carte du ciel. Donc, à partir de la carte du ciel, eh bien, ça nous permet de se repérer dans le ciel puis être en mesure de mieux observer. On a différentes qualités. Lorsque les gens viennent au club d'astronomie, on leur remet un cherche-étoiles comme ça ici. Pour ceux qui sont plus intéressés, ils peuvent en acheter dans toutes les bonnes bibliothèques ou librairies plutôt. Oui, OK. Dans toutes les bonnes librairies, c'est disponible ou dans les maisons de l'astronomie à Montréal ou à Québec. Et j'imagine que vous autres, vous en avez aussi? Ou... Non, actuellement, on n'en vend pas. On dit où aller s'en procurer. Donc, ce qu'on peut observer, puis à partir du moment où on observe avec les yeux, eh bien, au fur et à mesure qu'on change d'instrument, on va chercher de plus en plus de détails. Par exemple, si on observe la Lune, avec les yeux, on voit les taches grises. Lorsqu'on observe avec une jumelle, on peut aller chercher un petit peu d'informations sur les cratères. Avec une jumelle un petit peu plus puissante, un petit peu plus d'informations. Donc, on voit les détails, plus de détails sur les cratères. Et avec un plus gros télescope, on va en chercher encore plus de détails. Donc, c'est pas nécessairement parce que ça... On collecte plus de lumière en utilisant des instruments différents. Donc, en parlant de plus gros télescope, l'Astrolabe dans la région de Lac-Mégantic, est-ce que tu as déjà eu le plaisir de l'utiliser, le petit télescope? Il paraît que c'est un des plus gros qu'il n'y a pas en Amérique, ça? C'est un des plus gros dans l'Amérique du Nord, du côté est de l'Amérique du Nord. Puis, c'est un télescope que je n'ai pas utilisé, mais que j'ai pu observer. Donc, pendant les périodes du Festival d'astronomie du Mont-Mégantic, eh bien, les bénévoles pouvaient aussi aller observer, pas seulement le grand public, mais on pouvait observer à l'oculaire sur le gros télescope en question. Donc, et qu'est-ce que ça donne comme feeling pour quelqu'un qui est un féru d'astronomie comme toi? Là? Bon, le type d'objet que j'avais observé à ce moment-là, ils appellent Stéphane les quintets. Les quintets, c'est tout simplement 5 galaxies qui sont regroupés dans un même secteur dans le ciel. Et puis, avec le télescope du Mont-Mégantic, eh bien, j'ai été époustouflé de voir ces galaxies-là, alors que je pouvais tout simplement voir des ombrages à partir des télescopes ou des télescopes que j'avais déjà utilisés auparavant. Donc, ça va chercher beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de détails, encore une fois. C'était vraiment très impressionnant. Donc, c'est un endroit qui est très intéressant à visiter aussi, le Mont-Mégantic. Si vous avez la chance de passer à l'Astrolabe, c'est vraiment très intéressant. Là, depuis tout à l'heure qu'on parle du club d'astronomie des Sentiers pédestres des Trois-Monts, il nous reste à peine une minute et demie. Okay. J'aimerais ça que tu me dises qui peut faire partie de... Tu me dis tantôt que ça s'adressait à tout le monde, mais s'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent « Mon Dieu, ça m'intéresse ça », qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Il suffit simplement de nous contacter au club d'astronomie des Sentiers pédestres des Trois-Monts. L'adresse électronique casp3m@gmail.com. On va répéter ça doucement, puis j'espère que Luc va le mettre. Tu as dit casp3m@gmail.com. C'est bien ça. Mais Luc va nous le mettre. Puis, le numéro de téléphone dans le 88? 423-3351 au Sentier pédestre des Trois-Monts. OK. Alors, c'est au Sentier pédestre des Trois-Monts. Et ça coûte combien pour être membre du club d'astronomie? C'est une somme, c'est 25 $ par année pour les personnes qui désirent devenir membres du club d'astronomie et de la Fédération des astronomes amateurs du Québec par la même occasion. C'est le même montant. Et pour ceux qui ne désirent pas être membres, de toute façon, c'est gratuit pour toutes les personnes qui sont intéressées à venir aux réunions du club d'astronomie. OK. Puis qu'est-ce que vous faites aux réunions? Vous expliquez la carte du ciel? On explique. Vous expliquez différents... Pour un néophyte comme moi là, qui arriverait là... Bon, il y a 3 parties dans les activités qu'on fait au club d'astronomie qui se tiennent habituellement le premier vendredi de chaque mois au local des Sentiers pédestres des Trois-Monts. On parle de la carte du ciel, quels sont les événements qu'on peut voir dans le ciel dans un mois donné. Okay. Donc, c'est toujours le premier vendredi, donc on parle du mois qui s'en vient. Et par la suite, on parle d'actualité astronomique. Donc, quels sont les événements astronomiques qui sont d'intérêt? Quelles sont, par exemple, les recherches qui se font au niveau de Mars, par exemple, au niveau de la Lune, ou les événements spéciaux qu'on peut observer. Merci beaucoup, Gaétan. Je rappelle le numéro de téléphone. Alors, c'est le 418-423-3351. C'est bien ça. À la prochaine. Je te remercie. Et vous demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants.
Nous voilà de retour. Et j'ai à mes côtés une personne que vous allez reconnaître. Si vous suivez mon émission, vous allez la reconnaître facilement. C'est la représentante d'Amnesty International dans la région, mon amie Denise Bouffard. Bonsoir, Denise. Bonsoir. Et bienvenue à nouveau. Et merci. Alors, Amnesty International, c'est un mouvement important. Oui, un mouvement qui s'occupe des droits de la personne. Des droits de la personne. Dans le monde, c'est très, très important. Et toi, tu t'en occupes depuis combien d'années à peu près? Là? Oh, à peu près 30 ans. Ah, ben, tu as commencé très, très, très jeune. Oui, sûrement très, très, très jeune. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Comme je disais, Mme Vaugrante, la directrice à Montréal là, de la section francophone, je pense que j'ai Amnesty tatoué sur le cœur. Ah, ben c'est mon tatouage. Oui. Ben, écoute, là, ça fait une dizaine d'années que j'ai mon émission et tu viens régulièrement, ça me fait plaisir, parce que je trouve que c'est un mouvement qui est important, justement, comme tu dis, on parle des droits de la personne. Nous, au Canada, à part quelques exceptions, on n'a pas trop à se plaindre. Mais tu es venu ici nous donner des exemples chaque année, à un moment donné, qui nous font saliver de travers. Hein? Oui, absolument. Et là, on est dans une période, justement, là, on est au début du mois de novembre. Là. Et depuis, je ne sais pas combien de mois, on voit des réfugiés qui cherchent à se sauver de leur pays puis à rentrer notamment en Europe. En Europe. Il y a l'Allemagne qui leur a fait un accueil, mais ils se font barrer. Quand on pense qu'il y a des pays qui mettent là, des clôtures de barbelés pour les empêcher d'entrer, mais ces gens-là, là, ce sont des désespérés. Quand on dit réfugiés, là, c'est... je pense que vous avez un slogan qui veut tout dire cette année, hein? Ben oui, c'est ça. Nous autres, on est dans une campagne. Le réfugié, ce n'est pas une option. C'est pas un choix. Les gens ne choisissent pas, c'est parce qu'ils sont vraiment dans leur dernier recours. Parce que, bon, la plupart des réfugiés, la grosse majorité des réfugiés à l'heure actuelle, c'est des Syriens. Et on sait qu'est-ce qui se passe en Syrie à l'heure actuelle, que c'est épouvantable. Ça a commencé par la guerre civile. Et puis après ça, il y a eu l'État islamique qui s'en est mêlé. Puis dans la rébellion qui était contre la guerre civile, qui essayait de lutter contre la guerre civile, il y a au moins 4 entités là, qui se battent, qui se font la guerre entre elles. Alors ça veut dire que partout dans le pays, c'est la guerre, c'est la destruction, c'est... Et c'est le monde ordinaire qui est victime de ça? Oui, c'est pas seulement les soldats, c'est surtout les civils qui sont victimes de ça. Quand tu penses que des villes sont détruites par les bombardements, que tu n'as plus de maison, que tu n'as plus de moyens de subsistance, tu as le goût de t'en aller. Et les gens, vraiment, ils sont désespérés. Alors, ils vont, comme les routes terrestres sont difficiles à utiliser pour se rendre dans un pays qui va accepter ce réfugié-là, ils vont passer par la mer. Et on sait qu'est-ce qui se passe par la mer. Hein? Il y a des milliers, des centaines de personnes qui sont noyées à cause de moyens qui sont... tu sais, les passeurs qui... La cupidité des passeurs. Oui, hein? c'est ça. Pour moi, c'est des criminels, ces gens-là. Oui. Quand ils les mettent sur un bateau, ils savent bien qu'ils ont des chances de ne pas se rendre. Absolument. Et puis, ils en mettent trop là, sur un bateau. C'est sur un bateau qui peut, je ne sais pas, me recueillir une vingtaine de personnes. Ils vont en mettre plus qu'une centaine. Ils vont en mettre 200-300. Alors, ils savent que c'est dangereux. Puis, mais ils sont tellement désespérés, ces gens-là, qui essaient de se réfugier, qu'ils acceptent, qu'ils aiment mieux là, de perdre la vie plutôt que de continuer de vivre qu'est-ce qu'ils vivaient dans leur pays. Mais est-ce qu'on peut penser que ces gens-là, quand ils fuient leur pays, ne savent pas ce qui les attend au bout? Parce que s'il y en a qui le savaient, peut-être qu'ils seraient moins enclins à sortir de... Ils doivent savoir, ils doivent s'attendre à ce que... Parce qu'on entend tellement parler partout que ça ne se peut pas qu'ils ne soient pas au courant de ce qui se passe, qu'ils peuvent arriver dans des pays où on va les retourner, mais ça, c'est la pire des choses, les retourner dans leur pays. Ces gens-là, ils fuient et il ne faut surtout pas les retourner dans leur pays. On va leur barrer les frontières, comme en Hongrie. On a mis des barbelés, carrément, là, pour que ces gens-là ne puissent pas retourner, ne puissent pas entrer dans le pays, parce que c'est sûr qu'il y a des capacités d'accueil qui sont limitées. Puis on sait qu'à l'heure actuelle, c'est les pays limitrophes, entre autres de la Syrie, qui ont recueilli le plus de migrants, le plus de réfugiés.
Mais, bon, l'Union européenne est sollicitée aussi beaucoup pour répartir ces réfugiés-là dans les autres pays qui peuvent les recevoir. On sait que l'Allemagne, l'Allemagne en a recueilli un très grand nombre. C'est assez incroyable, la grandeur de l'accueil de ce pays-là. Mais l'Allemagne ne peut pas recevoir tout ce monde-là. Alors, il faut qu'il y ait d'autres pays qui soient prêts à les accepter. Et nous, en Amérique, on a un océan qui nous sépare de ces migrants-là. Il y en a qui disent, heureusement, ça nous protège, mais c'est quoi la vision de Amnesty International par rapport à ça? Bon, Amnesty International, c'est sûr qu'elle est là pour le respect des droits de la personne et accueillir ces gens-là, parce qu'on est dans une crise humanitaire. Ah oui. Oui, alors notre gouvernement, M. Harper, avait accepté déjà de recueillir 10 000 migrants, 10 000 réfugiés. Mais à l'heure actuelle, c'est tellement compliqué pour un réfugié d'être accepté dans notre pays que, bon, on ne sait pas si on va en recueillir en 2015, peut-être pas du tout. En 2016, peut-être pas non plus, parce que il y a tellement de formalités à remplir. Il faut que les migrants aient déjà comme une acceptation du Haut-Commissariat des réfugiés pour pouvoir faire la demande, pour être reçus chez nous. Alors, nous autres, Amnesty International, ce qu'on veut, c'est qu'au moins ces 10 000-là soient reçus et puis qu'on leur facilite la tâche, que vraiment on ouvre les frontières, qu'on facilite, qu'il y ait moins de paperasserie qui soit demandée pour qu'ils soient reçus. On pourrait très bien leur donner un passeport temporaire, puis bon, une fois rendu, on étudie leur cas parce que le service de sécurité étudie le dossier de chaque migrant. Alors, il ne faut pas avoir peur qu'il y ait des indésirables là, qui s'en viennent chez nous. Il n'y en aura pas beaucoup. Sur 100 000, on a fait comme une étude, là, après coup, 100 000 qui ont été reçus dans les différents pays. Il y en a peut-être 7 ou 8 qui ont été des indésirables, des dangereux. Alors, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est très, très rare. Ouais. Et puis, bon, alors, il faut leur faciliter l'arrivée. Et on sait que les migrants, on a peur qu'ils ne s'adaptent pas, bon, que ça soit compliqué, que ça coûte cher. Et c'est toutes des peurs, ça, qui sont réfutables. On peut très bien les recevoir. Et ces gens-là, on va leur montrer le français. Il y en a qui parlent français en Syrie, entre autres, là. C'est sûr qu'il n'y a pas seulement que des Syriens, mais c'est surtout ceux-là là, qui ont besoin puis que ça presse beaucoup. Alors, il y en a beaucoup qui parlent français, il y en a beaucoup qui viennent, la plupart viennent de la classe moyenne parce que ça prend beaucoup de sous pour payer un passeur pour pouvoir traverser la mer. Ce sont des gens instruits, hein? Des gens instruits et probablement qu'ils vont apprendre très rapidement la langue et qu'ils vont s'intégrer, partir des entreprises, travailler dans les endroits où on a besoin de main-d'œuvre. Alors, puis on a vu que les immigrants, ceux qu'on a déjà reçus, qui se sont intégrés, qu'on n'a pas eu tant de problèmes que ça, nous autres ici au Canada, que ça a été relativement facile. Alors, il faut laisser tomber nos peurs et il faut les accepter, il faut leur donner la chance et pour que ça se fasse le plus rapidement possible. On a demandé à M. Harper de faciliter l'arrivée des migrants. Mais là, il n'est plus là. Il n'est plus là. Bon, il a dit oui, Trudeau. Mais bon, ça ne bougeait pas très, très vite. Mais là, c'est M. Trudeau. Est-ce que tu as plus d'espoir avec M. Trudeau? Oui, j'ai plus d'espoir avec M. Trudeau parce qu'il semblait déjà très ouvert à cette éventualité-là de recevoir des immigrants. Parce qu'il disait dans sa campagne électorale qu'il voulait une ouverture sur le monde. Et là, c'est le temps. On a une belle occasion d'avoir une ouverture sur le monde et d'accueillir ces gens-là qui ont besoin. Je ne voudrais pas terminer l'émission. Il nous reste à peu près une couple de minutes, Denise, sans pas parler de Raif Badawi. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont oublié, mais il ne faudrait pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, il est encore en prison. Cet homme-là, même si ce n'est pas un Canadien, il en demeure pas moins que son épouse et ses enfants demeurent dans la région de Sherbrooke. Absolument. Et lui, là... il est dans une mauvaise position. Il est dans une mauvaise position. Et le gouvernement du Canada n'a pas fait grand-chose pour l'aider. Non, on a fait signer des pétitions aux gens pour qu'on a envoyé au gouvernement, à M. Harper, pour lui demander d'intervenir personnellement auprès du roi d'Arabie saoudite.
parce qu'il est en Arabie saoudite, puis on sait que c'est très comment dirais, c'est sérieux là-bas. Là. Ah oui, on n'est pas très ouvert, puis la religion et l'État sont entremêlés et il ne faut pas toucher ni à l'un ni à l'autre. Alors, puis bon, M. Harper n'avait pas encore daigné faire ces démarches-là. Alors, on espère que M. Trudeau va s'empresser de contacter le roi d'Arabie saoudite pour que notre ami Raif Badawi soit accepté au Canada et à Sherbrooke le plus tôt possible parce que le gouvernement québécois, le maire de Sherbrooke ont tous les bras ouverts et ont dit on est prêt à l'accepter. Oui. Alors, est-ce que vous avez, pour terminer, une pétition en cours? Parce qu'il y a toujours des pétitions à Amnesty International. Oui. Est-ce que vous en avez une en cours, là? Puis s'il y a des gens qui voulaient la signer, de quelle façon? Probablement au cégep, bon, dans les différents lieux publics, on peut en mettre aussi. Bon. Alors, puis, bien, il y a toujours moyen de signer ces pétitions-là sur Internet, sur le site d'Amnesty International. Oui, et on peut s'abonner. Moi, je suis abonné à Amnesty International et à chaque semaine, presque, oui. Je reçois un courriel, puis on m'explique le cas d'une personne et je peux signer ou pas la pétition. Oui. Mais moi, la pétition de Raif Badawi, je ne sais pas combien j'en ai signé pendant plusieurs semaines. Oui, parce que ça s'adressait à plusieurs autorités. Donc, il s'agit tout simplement d'aller d'un moteur de recherche marqué Amnesty International, et puis on va avoir, oui. Puis il y a même une possibilité de lettres type aussi qu'on peut imprimer et puis expédier, puis ça a encore plus de poids. Mais tout ça ensemble a du poids et on obtient des résultats. Malheureusement, Denise, le temps de l'émission est écoulé. Je te réinvite déjà. Tu es toujours la bienvenue. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.